Voilà, merci, merci à nos deux animateurs. Je vais éviter tout le protocole d'usage, il a déjà été cité à maintes reprises. Tout simplement vous saluer et remercier l'Union des villes pour cette belle initiative et me donner l'occasion de présenter. Quand je dis me, c'est un peu pompeux et je sais que nos coordinatrices planification d'urgence sont présentes également dans la salle. Notre commandant aurait bien voulu être présent ici aujourd'hui également, mais il s'excuse. Alors, je vais essayer de rester dans le temps qui m'est imparti, parce que quand je commence sur le sujet, je peux en parler pendant 3 h 30. Donc, je vais essayer d'être, en tant que bourgmestre, pratique, pragmatique, et vous expliquer le rôle et l'importance du coordinateur PANU. Je ne vais pas tout vous réexpliquer, puisque beaucoup maîtrisent le sujet, et je ne vais pas entrer dans le détail. Mais au niveau de la zone de SB, qui représente 13 communes, nous avons décidé, après une crise en 2015 qui n'est vraiment pas identique et comme une mesure par rapport à ce que nous avons vécu cet été, nous avons décidé justement de nous faire une pause et de nous pencher sur le rôle essentiel de ces coordinateurs PANU dans l'ensemble de ces communes. Nous avons remarqué que certains d'entre nous, voire la plupart, accordaient une grande importance au PANU. On parlait souvent des PANU, mais on ne donnait jamais le temps, les moyens humains pour le faire. Et donc on se rappelait chaque fois que le PANU existait quand il y avait une crise. Ou chaque fois on se disait, tiens, où est la farde, où est ceci, où est cela, comment va-t-on fonctionner En 2015, et je vais partir d'un fait précis qui nous a amené à changer notre modèle de fonctionnement. Dans notre zone, nous avons vécu un épisode neigeux au mois de janvier, qui nous a laissé pratiquement plus de 4 jours sans électricité. Alors vous allez dire on peut survivre, mais c'est compliqué. Vous êtes 4 jours sans électricité, où il y a beaucoup de neige, beaucoup de personnes ne sont plus accessibles, ne savent plus se déplacer, les moyens de communication commencent à vous manquer, vous ne savez plus vous chauffer alors qu'il y a de la neige partout. On se rend compte qu'il devient difficile de dégager les voiries. On se rend compte également que tous les systèmes de protection d'inondation, on a parlé des zones d'immersion temporaire, des bassins d'orage, tout ça fonctionne merveilleusement bien, mais à l'électricité. Et donc tous ces systèmes commencent à ne plus fonctionner et vous avez un épisode neigeux, plus d'électricité, des inondations, des poteaux qui tombent et on ajoute à ça une petite tempête qui vous fait tomber toute une série d'arbres sur votre commune. Et cela sur, non pas une seule commune, puisqu'une crise, et on l'a vécu, on a toujours tendance à penser à sa petite commune, à son coordinateur PANU, à son endroit, mais la rivière, elle ne coule pas, ou le fleuve, il ne coule pas que dans une seule commune, et la neige, elle ne tombe pas que dans une seule commune. Donc en 2015, c'était un vendredi matin, on avait eu les prévisions météo en disant qu'il allait neiger beaucoup, on ne s'attendait pas à un machin pareil, et tous les bourgmestres ont commencé à activer leur PANU, et puis on passe à la phase provinciale, bien entendu, si on a une crise globale sur l'ensemble des communes. Sauf qu'à un moment donné, le commandant des pompiers m'a téléphoné en me disant « je n'en peux plus », et je vais reprendre ces termes, on dirait des poules sans tête, tout le monde me téléphone, je dois être partout pour la même demande, il n'y a rien qui est organisé, ça devient vraiment compliqué. Le gouverneur que nous avions contacté nous accompagnait et nous disait de nous organiser, de revenir vers sa cellule, ça devenait vraiment compliqué. Donc à un moment donné, le commandant des pompiers, le commissaire de police et moi-même avons tout simplement tapé notre poing sur la table. Nous avons trouvé une salle où nous pouvions nous réunir et nous avons invité toutes les forces vives à venir nous rejoindre afin de coordonner non pas sur une seule commune, mais de coordonner sur l'ensemble de ces 13 communes, tout simplement l'organisation des moyens que nous allions mettre en place. Et donc nous avons appelé l'ensemble des différents coordinateurs PANU autour de la table, et ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel, puisque, je vous le disais tout à l'heure, il y avait une FART. Il y avait une FART de prévention, mais ce n'était plus tout à fait toujours les bons numéros. Les moyens à disposition qui se trouvaient dans le document n'existaient plus. Alors, pour une commune comme la mienne, qui est une commune de 17 000 habitants, je dois dire que nous avions quand même les moyens humains de mettre potentiellement un mi-temps, un 3/4 temps à cette fonction. Mais cet agent s'occupait également des événements, s'occupait des cours cyclistes, s'occupait de toute une série de missions et donc
étaient parfois, à certains moments de l'année, complètement noyés dans les événements, surtout dans la période estivale. Et nous avions des plus petites communes, donc sur les 13 communes, on part de 3 000 à 17 000 habitants, des communes où la fonction PLANU était sur la tête du directeur général ou de la directrice générale, et donc il faisait ça en plus de plein d'autres missions. Et donc, suite à ces événements, nous avons décidé, ça s'est bien passé, on a réussi à gérer parce qu'on est, en tant que bourgmestre, de bons organisateurs, et donc on a su s'en sortir, mais comme tu l'as dit, on est resté près de 3 ou 4 jours en dormant très peu pour essayer de coordonner tout cela. Et donc, on s'est dit comment pouvoir mutualiser nos efforts. La zone de secours, c'est 13 communes, je vous l'ai dit, de 3 000 à 17 000 habitants. L'avantage, c'est que nous avons, même si les habitants sont différents, nous avons le même type d'usine Céveso, nous avons les rivières de même catégorie, etc. Donc c'est évidemment facile, puisque nous avons les mêmes risques sur l'ensemble du territoire. Alors, nous avons tout d'abord fait une analyse des forces et faiblesses, commune par commune, et on a repris les 3 grandes missions d'un coordinateur PLANU. On a essayé, d'abord au niveau administratif, le coordinateur doit identifier, analyser les risques, élaborer des plans d'urgence, mettre à jour ces plans, et donc là, dans la plupart des communes, avec des degrés de complétude différents, nous avons remarqué que les plans n'étaient pas mis à jour régulièrement, que certaines communes n'avaient pas ou n'avaient plus de plan ou l'avaient fait à une date bien déterminée mais n'étaient plus en ordre. Au niveau de la prévision, prévoir des infrastructures, on s'est rendu compte que, par exemple, les salles de réunion qui étaient prévues pour pouvoir nous réunir en cas de crise n'étaient pas alimentées en groupe électrogène, et donc quand vous n'avez plus d'électricité, impossible de faire une réunion pertinente. Nous avons remarqué que dans pas mal de communes, les exercices annuels étaient plutôt quinquennaux qu'annuels, voire même pire. Et donc là, il n'y avait pas d'exercice qui était organisé. Et que l'identification des risques était compliquée, puisqu'il y avait des nouvelles industries qui s'étaient installées sans pour autant les avoir intégrées dans l'analyse de risque. Au niveau de la cellule sécurité, qui est la deuxième mission que doit faire une planification d'urgence avec les bourgmestres, on a remarqué que seul, dans une partie des villes de plus de 5 000 habitants, cette cellule existait ou se réunissait de manière pertinente. L'obligation légale était faite, c'était réuni dans la plupart des communes avec un petit PV, mais quand on voyait le contenu de ces PV et parfois les thèmes qui étaient abordés, c'était souvent très pauvre. Et puis, au niveau de la gestion de crise, le conseil à l'autorité que doit faire la coordination PLANU, mais quand vous avez une gestion de crise communale sur un événement bien précis, c'est facile, mais quand toutes les PLANU conseillent tous les bourgmestres et leur demandent les mêmes missions, et que ces bourgmestres téléphonent aux commandes des pompiers pour avoir le même camion au même endroit dans 13 communes, c'est un petit peu particulier. Et donc on a remarqué également que les moyens, l'acquisition qu'on faisait était parfois double, triple, qu'il était peut-être pertinent dans le futur d'acheter des véhicules ou des outils qui puissent servir pour plusieurs communes. La difficulté fut également le flux d'informations. Je vous l'ai dit, dans cette crise, le flux d'informations entre les communes entre elles, entre l'ensemble des communes et les différentes disciplines, la communication entre bourgmestres, la communication vers les citoyens, où on a tous utilisé BiAlert. Sauf que BiAlert, au niveau de la zone géographique, moi dans ma commune, je disais le courant est revenu dans telle rue, ou dans telle... Mais à côté, le courant n'était pas revenu, mais BiAlert, lui, ne cible pas bien la zone géographique, et donc le citoyen avait des informations diverses. BiAlert a même envoyé à un moment donné des messages en allemand. Voilà, c'est très bien pour notre population. Pendant une demi-journée, nous avons eu des messages en allemand. C'était un peu plus complexe pour la traduction. Et chaque bourgmestre y lance sa petite communication sur Facebook, parce qu'après 2 jours sans électricité, vous ne pouvez plus utiliser Facebook puisqu'il n'y a plus de communication Internet. Mais ça veut dire que c'était à la course à celui qui allait communiquer le plus vite et le mieux. Donc moi je prendrais plus de temps, parce que quand je m'occupais d'essayer de gérer la crise, j'avais un citoyen qui me disait « L'autre bourgmestre lui a déjà communiqué, tu n'as encore rien fait, que fais-tu » Donc tout ça était vraiment très compliqué. Nous avons donc fait un tableau qui s'intitule « Les forces et faiblesses de notre planification unique par commune ». Alors les forces, c'est que
même s'il y avait quelques difficultés dans les documents et dans les plans d'urgence, il y avait une certitude, c'est que les différents coordinateurs PLANU connaissaient bien leur commune. Ils travaillaient à la commune, ils connaissaient l'ensemble du secteur, ils connaissaient bien évidemment l'ensemble du personnel. Parfois avec quelques difficultés, des coordinateurs PLANU qui donnaient des ordres en direct à un chef des travaux, pour lequel la directrice générale ou le directeur général n'était pas d'accord. Donc ça posait aussi certains problèmes. Mais en tout cas, il y avait une bonne connaissance du terrain. Et même s'il y avait des erreurs dans l'ensemble des plans rédigés, ils étaient présents. Nous avons identifié toute une série de faiblesses. C'est que généralement, ces coordinateurs avaient de multiples tâches et donc passaient un temps restreint sur la coordination, sauf dans les communes de plus grosse importance, où là il y avait clairement identifié un mi-temps ou un trois quarts temps pour cette fonction. Il y avait souvent un manque de connaissances techniques. Il y a d'énormes formations qui sont prévues pour les coordinateurs. Généralement, ils maîtrisaient bien la matière, mais quand on doit entrer, par exemple, dans des liens avec les zones de secours, notamment au niveau du programme ICMS, on a remarqué que là, il y avait vraiment un manque de connaissances et d'utilisation du programme. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas le faire, mais tout simplement, comme il n'y avait pas une continuité, une utilisation régulière de ce type d'outils, il y avait parfois un temps d'apprentissage pour pouvoir, ou d'appréhension pour pouvoir se remettre à l'ouvrage. Généralement, on remarquait que les coordinateurs PLANU avaient leur PC fixe sur leur bureau et travaillaient à leur outil de travail, mais quand ce bureau venait à manquer ou à tomber en panne et qu'on repartait dans une centralisation, une cellule de centralisation, le matériel informatique n'était pas toujours non plus adapté. Les exercices annuels n'étaient pas souvent organisés. Il y avait parfois des confusions entre le PLANU et les SIPP, parce que bien souvent les communes, il y avait la double fonction qui était attribuée à certains coordinateurs PLANU. Voilà, donc ça c'est un petit peu les forces et faiblesses que nous avons pu regarder. Nous avons également vu des menaces, puisque quand vous avez un coordinateur PLANU dans votre commune, il n'est pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et évidemment, la crise, elle arrive souvent quand, en week-end, durant les vacances, quand le coordinateur PLANU, celui qui a la maîtrise de tout, est justement en congé cette semaine-là, et quand, évidemment, le bourgmestre est justement en vacances également cette semaine-là. Et donc on se retrouve avec des gens qui n'ont pas l'habitude de gérer cette fonction, qui sont des doublons qui sont mis en œuvre dans nos communes, mais qui n'ont pas la même connaissance, ou des bourgmestres faisant fonction qui n'ont pas non plus cette habitude du fonctionnement. Donc ce sont les risques que nous avons identifiés. J'essaie de les cibler au maximum pour ne pas vous faire une heure sur les forces et faiblesses. Nous avons donc décidé, après cet épisode en 2015, d'essayer de comprendre comment on pouvait faire pour mieux gérer et que les forces restent des forces et que les faiblesses ou les menaces deviennent des forces ou des opportunités. Nous avons décidé de mutualiser donc nos moyens entre ces 13 communes. 13 communes, le souci que nous avions, nous ne voulions pas qu'une commune porte, ou deux communes portent l'engagement des planificateurs ou des coordinateurs pour les autres communes. Tout simplement, ça crée une espèce de tension. Donc nous avons décidé qu'il fallait un outil juridique qui allait engager ces différents coordinateurs PLANU. Nous avons également décidé que cette structure juridique réaliserait des achats groupés pour l'ensemble des communes. Nous n'allions pas tous acheter un groupe électrogène à 100 000 € amovible, il y avait des possibilités de mutualiser. Je regarde. Non, je vais revenir à ceci. Alors, la difficulté que nous avions à cette étape, c'était de se dire que l'arrêté ministériel ne prévoyait pas que les coordinateurs PLANU ne soient pas engagés par une commune ou ne soient pas sous l'égide directe d'une commune. Donc nous avons dû, à plusieurs reprises, tenter de faire changer la législation pour pouvoir permettre ce groupement de PLANU. Ça a été le cas, et je vais peut-être sauter ici, sur la date. Donc nous avons pu justement, je vais le reprendre ici, je n'ai plus la date, modifier, je pense que c'est en 2018 que c'est arrivé de mémoire, nous avons pu avoir cette modification législative, enfin
Il me reste 5 minutes, je vais essayer d'accélérer, oui. Alors, une fois que nous avons trouvé l'entité juridique, on a essayé d'en créer une. On a essayé de créer une coopération entre communes. Ça ne marchait pas. Nous avons essayé de créer une régie pluricommunale autonome. Ça n'a pas marché. Nous n'allions pas créer une intercommunale pour réaliser cette structure. Donc nous avons donc décidé de passer par la zone de secours. L'unité se compose actuellement pour l'ensemble de ces communes de 4 personnes temps plein. Il y a un commandant de pompiers qui est le coordinateur de la cellule et 3 personnes administratives qui ont des formations diverses. Une est dans la salle et donc était infirmière urgentiste. Une autre a travaillé, une deuxième personne a travaillé pendant des années au sein de la police au niveau de la planification d'urgence. Et donc nous avions l'ensemble des disciplines qui étaient couvertes de cette manière. Et nous tentons d'engager une 3e personne, si possible, qui aura un passé plus versé vers la communication. L'avantage, rôle de garde 24 sur 24, 7 jours sur 7, et la PLANU est située dans la zone de secours. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de PLANU actuellement dans nos communes. Les bourgmestres se réfèrent à cette zone unique. Je vais avancer. Évidemment, dans cette intégration, nous avons donc un officier de pompier, les 3 agents administratifs. Nous avons toutes les missions de base qui sont couvertes par la PLANU. Nous avons en plus, c'est en bleu, mise à disposition de centres de crise que nous avons créés qui ne sont pas dans nos communes. Ça veut dire qu'on peut utiliser des centres de crise complètement équipés de manière informatique. On mutualise tous nos moyens. Il y a la fourniture de l'outil SMS et il y a un encadrement complet des PLANU. Ces 4 personnes ne font que ça, excusez-moi c'est péjoratif, mais font ça du matin au soir pour encadrer les différents bourgmestres. Alors comment a-t-on fonctionné? C'est un tableau qui nous a permis d'essayer d'identifier combien de temps plein il nous fallait. Donc nous avons estimé le temps de travail commune par commune afin d'arriver à ce chiffre de 4. C'est un calcul théorique actuellement. Le calcul théorique s'approche de la réalité. Je vais aller vite pour vous dire les forces et faiblesses du système. Mais pas mal de faiblesses sont devenues des forces. On arrive à mutualiser pas mal de choses. Nous sommes arrivés par exemple à un système où nous achetons des véhicules en commun pour lutter contre les inondations. Nous arrivons maintenant à acheter des véhicules de génie civil afin de pouvoir avoir en interne sur notre zone des outils pour pouvoir lutter de manière plus efficace contre les inondations. Il y a des exercices qui sont prévus, donc tous nos manquements sont devenus des forces. Il restait une seule faiblesse que nous avions, c'est que les communes se désintéressent de la planification d'urgence et que les bourgmestres se disent ben, voilà, maintenant qu'il y a une cellule PLANU, c'est plus mon problème, il y a une équipe de choc qui gère le bazar. Là, nous avons trouvé une solution également, puisque nous avons fait des conventions avec les communes, c'est-à-dire que les PLANU peuvent s'appuyer en temps de crise sur l'ensemble du personnel communal. Et donc là, il y a une convention où ce lien se fait par les directrices et directeurs généraux. Donc ça veut dire que clairement, cette cellule de coordination a un lien vers tout simplement les chefs du personnel de l'ensemble de ces communes. Dernier élément, nous venons de signer tout récemment une convention entre l'ensemble des communes de mise à disposition de moyens. Sur les 13 communes, si par exemple 2 communes seules sont touchées, les 13 autres communes, ou les 11 restantes, ont l'obligation de mettre également à disposition du personnel et des moyens techniques, camions, bulldozers, tout ce que vous pouvez imaginer, vers les communes sinistrées afin de les aider. Ça se fait tout naturellement, je vous rassure, il n'y a pas besoin de convention, mais autant le formaliser dans un document. Alors, le nerf de la guerre, quand on est arrivé avec cette proposition, beaucoup de communes m'ont dit, mais ça va coûter combien ce machin-là? Parce que moi j'ai un carton, ça me convient bien comme ça, mais ça va coûter combien? À quelques bourgmestres, nous avons rappelé à l'ensemble des collègues le rôle important et notre responsabilité dans la gestion de la crise, dans la prévision de crise, dans la gestion de la crise et dans la difficulté si la crise n'était pas bien gérée, notre responsabilité était directement mise en cause. Et donc nous avons fait une proposition à l'ensemble de ces bourgmestres pour 76 000 habitants, c'est le nombre d'habitants pour ces 13 communes. Le coût total, c'est 300 000 €. C'est l'engagement du personnel, les 4 personnes dont je vous parlais ici, mais également tout le monde de fonctionnement, l'acquisition informatique, le matériel, la supervision. Et donc tout simplement, on arrive à un montant de 4 € par habitant.
Nous avons trouvé tous que 4 € par habitant pour assurer une prévention et une gestion de crise dynamique et proactive, le jeu en valait la chandelle et qu'il était important de pouvoir dégager ces montants. Les premiers résultats sont vraiment positifs. On a une meilleure proactivité dans la gestion de la crise. Les gestions de crise sont plus efficaces. La communication entre nous et vers le citoyen est vraiment très accrue. Les achats groupés sont devenus hyper pertinents. Les conventions d'entraide entre les communes permettent d'avancer vraiment beaucoup. Nous avons des exercices communs entre les communes, les pompiers, la police et l'armée, et monsieur le gouverneur en a parlé tout à l'heure. Nous commençons à mettre en œuvre toute une série de protocoles avec toute une série d'intercommunales pour lesquelles nous avions parfois des soucis de communication. Je parle notamment des JRD, de la SWDE. Durant la crise, on s'est retrouvés sans eau potable pendant quelques jours également. Comment faire pour alimenter en eau potable nos citoyens de manière correcte? Comment organiser cela? Et nous avons ajouté des notions qui est la gestion et le contrôle des événements et bien d'autres choses, bien entendu. Nous souhaitons encore aller plus loin, puisqu'actuellement, nous souhaitons ajouter également, même si c'est deux notions différentes, en lien avec cette planification d'urgence, toute la prévention incendie, de pouvoir travailler ensemble, donc dans la prévision des risques, bien entendu. Et c'est aussi également, sans pourtant avoir une double casquette, pouvoir avoir les conseillers en prévention qui puissent avoir un lien très fort avec cette cellule de planification d'urgence. Nous venons d'ailleurs tout récemment de prendre des conventions avec notamment des bureaux d'ingénierie. En cas de problème, donc on a des conventions et des marchés publics qui sont passés, en cas de problème d'un bâtiment qui s'effondre ou autre, ou difficulté, ces bureaux d'ingénieurs ont l'obligation d'intervenir quel que soit le moment de la journée, du week-end ou de l'heure. Ils ont en tout 2 heures pour nous fournir, être sur place et nous fournir un rapport détaillé pour que nous puissions agir dans les meilleurs délais. Voilà pour l'ensemble de l'intervention, et désolé pour le... ah non, il est remis, j'avais oublié le S à question, mais je vois qu'on l'a remis, c'est bien gentil. Merci pour votre écoute et je suis à votre disposition pour les questions éventuelles.